Salam alaikum, bienvenue sur Radio Salem. Après une longue période de réflexion concomitante au Ramadan, nous reprenons nos émissions. La première est située avec Naher et Yacoub du collectif Maison Blanche. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc je vais passer tout de suite la parole à Naher concernant cette recrudescence des homicides par arme, mort violente et parallèle de certains nombres d'innocents qui habitent les territoires concernés. Donc Naher, bonjour. Bonjour. Yacoub, Bonjour. Bonjour. Bon, on est tous des acteurs associatifs, donc on se connaît sans se connaître. Oui. Donc si tu veux bien Naher, je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter et suivra derrière Yacoub aussi qui se présentera. Alors bonjour à tous, moi c'est Naïr Abdallah. Je viens de la Maison Blanche, j'y habite plus mais je suis un militant associatif dans le quartier et actuellement je suis à la ville de Gardanne enfin. Je travaille éboueur, avant ça j'étais chauffeur de bus, j'ai 31 ans, je suis papa de deux beaux enfants et puis voilà. Bonjour à tous, moi c'est Yacoub Medfé, j'habite toujours à Maison Blanche, membre acteur social mais aussi beaucoup d'autres choses dans le quartier. J'ai 28 ans, ça fait presque plus de 10 ans que je suis dans le social. Je sais pas si je parle de mon côté personnel. Je travaille à Veolia, donc Veolia, je suis Veolia Énergie France. Donc voilà, dans le milieu social depuis plus de 10 ans à peu près. Alors, je sais que vous êtes à l'initiative de l'association Ambre, donc l'association Maison Blanche pour la redynamisation socio-culturelle. Est-ce que Naher ou Yacoub, vous les deux, vous pouvez intervenir quand vous voulez, nous expliquer le pourquoi de la création de cette association en 1999? Alors, j'explique. En fait, c'est une grande famille dans Marseille, la famille Abed et Guémari, qui avaient cette association en 99. Et on s'en souvient, on était tout jeune encore. Elle nous faisait des sorties, donc c'était aux enfants et aux mamans, parce que c'était une femme qui tenait l'association. Et pour elle, les personnes qui souffrent le plus, pour elle, c'était pas les grands-papas, quoi. C'était plutôt les enfants et les mamans. Donc elle faisait beaucoup de sorties, elle nous faisait dessiner sur des murs, tout ça. On redonnait un peu de l'espoir, un peu, on va dire, de la couleur dans les quartiers. On a repeint le quartier, on est parti en Camargue, tout ça, je m'en souviens quand j'étais minot. Et elle y tenait beaucoup à cette association. Arrivé à un certain âge avec son activité professionnelle, elle a su analyser qui pourrait tenir cette association. Elle est venue nous voir, elle était aussi active dans le collectif à l'époque, la Maison Blanche. Elle est venue nous voir, elle nous a dit maintenant vous arrêtez tout, soit vous reprenez l'association, ou soit je verrai personne pour la reprendre. Et donc elle nous a rendu un hommage et on se doit de lui rendre cet hommage-là pour que plus tard, ça soit sa fille qui récupère les fonctions. Donc voilà, on reproduit à cette heure-ci, côté associatif, on reproduit ce qu'elle faisait, elle, auparavant. C'est un hommage à la famille Abed et Guémari. Très bien. Bon, je sais que il y a aussi, par rapport à cette cité, on va dire vétuste, pour pas donner un autre terme, quelques incidents douloureux aussi qui ont endeuillé les familles. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective? Après, il faut savoir aussi qu'avant que ça soit une association, on était un collectif Maison Blanche, donc collectif des habitants de la Maison Blanche. Donc, ça a commencé, en fait, à la base, on n'était pas du tout officiel, ni collectif, ni association. Malgré tous les événements qui se passent, on a décidé d'officialiser ça et créer un collectif. Donc, Naher et moi, on a créé le collectif en 2018. Suite à un drame, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi d'une petite de 12 ans qui est tombée du 12e étage. De 6 ans. Ouais. De 6 ans Ouais, donc 6 ans, 12e étage, pardon. Et donc, du coup, on a créé des événements qui font qu'il y a beaucoup d'autres choses qui s'est rapproché. Ça veut dire que les difficultés des familles, l'isolement des familles, des enfants, comme tu l'as dit, Maison Blanche, c'est une cité qui était délabrée. Mais vraiment, elle fait partie des quartiers. Les 5 copropriétés les plus dégradées de France. Il y a une enquête qui avait fait qu'il y avait des familles qui vivaient avec 1 euro par jour. Donc, avec tout ce cumul-là, Naher et moi, on s'est dit pourquoi pas créer un collectif, aider un peu plus, parce qu'on le faisait, mais on était dans notre travail. Et on s'est engagé officiellement
on s'est engagé officiellement justement pour amener, avec les connaissances qu'on a prises, amener des aides, mais je sais pas si on peut... Si je peux me permettre, en fait, il faut savoir quand on parle de souffrance dans un quartier, c'est pas une souffrance où c'est une maladie, parce que oui, il y a des personnes malades, mais ça c'est plutôt les anciens qui ont du mal avec les escaliers et tout ça. Nous on parle de souffrance où il y a une non-reconnaissance d'humain, on va dire. Limite, nous ne sommes pas des citoyens dans un quartier. C'est ce qu'on ressent. Et on le ressent quand il faut qu'on descende et qu'on marche des kilomètres pour aller prendre un bus, ou lorsqu'il pleut et que ne serait-ce qu'on ouvre les portes de chez nous. Vous savez, dans le quartier, si vous passez un jour à Maison Blanche, vous verrez qu'il y a des fenêtres qui donnent à l'extérieur qui sont mis dans un état pas possible, et il y a l'eau qui rentre, donc on glisse. Toutes ces choses-là, on glisse dans l'escalier, il y a eu beaucoup d'accidents comme ça, sans parler d'autres choses, mais lorsqu'on souffre dans un quartier et que on souffre avec les années, que ça cumule, eh bien un jour, on se rend compte qu'il y a un enfant de 6 ans, une fillette qui joue au 12e étage à passer de balcon en balcon et qui chute devant des enfants en bas qui jouent au ballon mais avec une pierre et qui chute devant eux. On a la politique, donc ce qui est instrumentalisation associative, je dirais, qui diront que c'est un accident domestique. Et on a le quartier, donc nous, qu'on morfle, je dirais ça comme ça, c'est typiquement marseillais, mais qu'on souffre, où on dira, eh ben non, c'est pas la petite qui jouait dans son balcon, c'est l'État lui-même qui n'a pas fait que cet enfant-là puisse jouer dans un aire de jeu. C'est l'État qui n'a pas fait son devoir en tant que citoyen, qui n'a pas sécurisé la route, parce que les gens qui roulaient comme des malades, des fous furieux. Il faut dire que Maison Blanche, c'est à la sortie d'une autoroute. Et c'est l'État qui n'a pas installé de feu rouge, qui n'a pas installé tout ça, et qui a amené à ce que cet enfant joue à envoyer des pommes de terre, des tomates sur les jeunes en bas, passe de balcon en balcon, jusqu'au jour où, parce que vous imaginez pas à quel point, je pense qu'on n'est personne ici pour s'imaginer à faire une chute du 12e étage. La seule chose qu'on souhaitait en bas avec les parents, c'est qu'elle ait fait une crise cardiaque ou qu'elle s'est évanouie dans les airs, quoi, parce que ça craint. Si aujourd'hui on nous demande de sauter du premier étage parce qu'il y a l'incendie dans la pièce, on va hésiter. Alors sur 12 étages, je peux vous dire que c'est compliqué. Et à partir de là, désolé, je parle un peu, mais à partir de là, lorsqu'on a organisé un hommage, nous, les Noirs et les Arabes, pour des Gitans, et ça je le précise parce que c'est des personnes oubliées un peu, on va dire, quand on a rendu cet hommage-là, il y a toutes les classes politiques qui sont arrivées au sein du quartier. Il y a tous les médias qui sont concentrés sur nous, qui trouvaient ça quand même assez étrange. Et là, il y a une explosion de « Eh ben ouais, mais il manque ça. Et là, il manque ça. Et là, il manque ça. » Et c'est là où ça a pris de l'ampleur. On nous parlait de collectif. Excusez-moi, je ne connaissais pas ce que c'était ce mot collectif avant juillet, fin juillet 2018. Pour moi, c'était un collectif, c'était un truc officiel, quoi. Donc voilà, et donc on rend hommage à la petite Marie, surnommée Pella de la famille Deleria. Et puis ouais, à partir de ce jour-là, on s'est dit stop, maintenant on prend les règnes. De toi à moi, Anaër, bon, on va pas se regarder à faire de la politique tous les deux, hein, c'est très bien. Et moi, bon, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a aucun changement. Je pense qu'il y a, sous le contrôle de Yacoub, hein, il y a eu de belles pancartes à l'entrée de chaque immeuble avec une belle citation. Et... ils ont renommé les bâtiments. Ils ont renommé les bâtiments. Bon, c'est très sympatoche, très sympathique, mais pour ma part, collectif ou pas, malheureusement, je vais être franc avec vous. Hein, je ne vois ni amélioration, ni moyens supplémentaires pour le collectif de Maison Blanche, puisque vous êtes l'acteur principal, ni pour les habitants. Donc on déplore, il y a un constat qui est celui-là, hein, c'est que les incidents passent, parfois douloureux avec la mort d'humains, et l'habitant reste... reste toujours négligé. Reste, on va dire, la dernière roue du carrosse. C'est ça. Hein, parce qu'en soi, l'État, parce qu'à la suite, il y a eu divers accidents donc, de la route, comme je disais, vu que ce n'était pas sécurisé. Il a fallu qu'on bloque l'avenue pendant 4 jours pour qu'ils se disent il y a des humains là. Dans ces bâtiments-là, dans ces 226 logements, il y a des humains. Et donc, ils sont dédouanés. Ils ont mis des feux rouges, ils ont mis quelques dos d'âne, histoire de dire, il y a un bâtiment, il y a à peu près 800 personnes qui habitent à l'intérieur, il y a 2 écoles, maternelle et primaire,
ils méritent un peu de sécurité. C'était quand même grave, on était en 2018 à l'époque, il a fallu qu'on bloque la route, quoi. Sinon à cette heure-ci je sécurise rien. Mais mis à part ça, là où je vous rejoins, oui, il y a des associations qui ont collé Armstrong, tout ça. Moi je vous le dis, hein, je ne les connais pas, il y en a que je ne connais pas. À part le bâtiment B, là, Black Panther, je ne sais plus comment. Voilà, mais sinon je ne connais pas le reste. Et aujourd'hui. L'argent qui a été investi l'argent qui a été investi pour faire ces pancartes, il aurait mieux peut-être servi à repeindre les bâtiments, les recontrer, ou réparer les fenêtres des cages d'escalier qui étaient abîmées. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont blessés avec. Ouais, c'est un peu le paradoxe parce que quand je passe, ça m'arrive de passer un peu souvent par là. Et quand je vois ça, je me dis, celui ou celle qui a été à l'origine, on va dire, de cette mise en œuvre des grands hommes, ou effectivement de mouvements comme les Black Panthers, ne se rendent même pas compte de l'idiotie, parce que l'habitant moyen ne se préoccupe pas d'Armstrong ou de Black Panthers. Mais disons qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui passent disent c'est où le bâtiment B? J'ai toujours, c'est l'avant-dernier. C'est où ça? On ne parle pas en Armstrong ou en. Tu vois? Et ils ont enlevé les lettres pour mettre des noms que nul n'y prête attention. Ouais. Et, bon, c'est vrai. Bon, on va plus rentrer dans le vif du sujet, parce que bon, Maison Blanche elle-même pourrait faire l'objet d'une émission dans son intégralité. Donc tu m'arrêtes, Yacoub, si je suis dans le faux, je ne détiens aucune vérité. Donc on peut dire aujourd'hui que vous manquez de moyens au niveau de l'association Ambre, que ce soit au niveau des moyens humains et des moyens financiers. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi? Alors c'est très compliqué. Trouver des personnes qui s'engagent bénévolement, il y a plusieurs choses. Trouver des personnes qui s'engagent bénévolement pour une association qui est très très active. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Nair et moi, il y a aussi Sabrina Zaouni et Espoir Isaac qui est avec nous. On est les trois où après le travail, on n'arrête pas. Donc trouver des personnes qui sont très actives bénévolement, c'est très très compliqué parce que c'est un engagement, c'est très très lourd à porter une association. Et je le dis tout le temps, hein, si on prend la responsabilité d'avoir une association ou de rentrer dans une association, c'est un engagement où il y a des gens en face qui demandent de l'aide, qu'il faut respecter. Et malheureusement, ils sont là, ils ne savent pas à qui parler. Donc le système qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est des gens du quartier qui sont bénévoles dans leur quartier et qui aident les personnes alors que normalement, ce n'est pas notre travail de le faire. Donc les seuls moyens qui nous manquent, c'est peut-être humain. Donc tu viens de le dire, très bien. Mais aussi, on n'a pas de local. Il faut le dire. Hein. Pour recevoir les personnes, c'était un local qu'on avait récupéré, qui était abandonné. On a refait les travaux, on a refait l'électricité, c'est que le propriétaire nous a cédé gratuitement. Mais aujourd'hui, on n'a rien. Donc on fait avec les moyens qu'on a. C'est très compliqué. Mais la politique aujourd'hui, parce qu'on revient, parce que c'est ça. Hein. Aujourd'hui, ils sont dans un état d'esprit. Ou si, on va pas se mentir, si c'est comme ça, c'est à cause d'eux. Parce que c'est pas un quartier qui vote. Et moi, je dis tout le temps, sur chaque problème, on peut utiliser, tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez, la méthode de QQCAP. QQCOP ou un truc comme ça. Ah, le QQCM, tout ça. Ouais. Quoi, qui, comment, pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, pour aller au fond du problème, personne ne sait le faire. Ils viennent juste avant les élections. Alors oui, il vous manque ça, oui. C'est une copropriété, donc ils n'ont aucun pouvoir, à part dire que c'est délabré ou marchand de sommeil, les appartements qui sont les fenêtres cassées, pas de cumulus, en plein hiver, pas de chauffage électrique, pas de chauffage en plein hiver, on fait comment? Donc l'État, désolé, je finis parce que c'est un sujet qui... Ouais, vas-y, j'ai la porte exprès. Donc l'État a fait un droit de préemption. C'est l'établissement public français qui a fait un droit de préemption, justement, pour éviter que le quartier soit surendetté, qu'il soit dans un état pitoyable. Ok, c'est bien, ils ont préempté plus de 30 ou 40 appartements, sauf qu'ils sont souvent en retard pour payer les charges. Donc ils préemptent les appartements parce que les locataires, les propriétaires ne payent pas les charges, ça dégrade la Maison Blanche, mais eux, de leur côté, ils mettent du temps à payer les charges. Donc, Alors, je suis d'accord avec toi, mais quand je posais la question sur les moyens humains, je ne parlais pas des bénévoles,
Parce que je suis pas quelqu'un qui évalue une association ou quoi que ce soit, Oui. ou les bénévoles qui y sont investis, j'ai aucun droit là-dessus. Moi, je parlais de moyens humains, d'acteurs sociaux. De oui. professionnels. Oui, voilà, c'est pas du pareil. social, c'est pas pareil. Je dis pas, je ne parle ni de Naer ni de Yacoub que je connais, je parle de l'institution en elle-même. En fait, l'institution... Est-ce qu'il vous... Alors, moi, je vais vous poser des questions un peu de manière scolaire, hein, on va sortir un peu de l'échange. Est-ce que, à vos yeux, par rapport aux problématiques rencontrées sur le territoire, est-ce qu'il y a assez de professionnels du social qui interviennent dans Maison Blanche? Voilà, la question est un peu plus claire. Alors, fut une époque, on avait une association, les Activés. Donc c'était Mohamed Ali Medfé qui la tenait. Tout se passait bien, on va dire. Tout se passait bien côté associatif, pas côté moyen humain où il aidait les personnes, etc. Non. L'association elle a été fermée. Entre-temps, on a le centre social Saint-Gabriel qui avait l'agrément donc sur Maison Blanche, qui touchait donc des fonds pour venir aider les jeunes. Au départ, tout se passait bien, on va dire. Voilà, il y avait des sorties, il y avait un peu de tout était bien organisé, frioul, tout ça, les jeunes ils découvraient. Il y a eu des mainmises. Donc on a nous, donc moi, Yacoub et la direction du centre social Saint-Gabriel, créé le centre social du Grand Canet. On était membre du CA, tout ça, et on a décidé de placer des personnes à l'intérieur qui devaient prendre l'agrément du coup sur Maison Blanche. Ils l'ont pris. Nous, suite à divers petits problèmes, on va dire, qu'il n'y a eu pas d'adultes, mais entre enfants. Parce que moi, de mon côté, tout comme Yacoub, notre équipe, on sortait les jeunes. Tu vas voir où je vais en venir. Hein. On sortait les jeunes, donc sur Grenoble, Paris, Toulouse, tout ça. On leur faisait des voyages loin, voir l'Espagne, Milan, etc. Et en parallèle, on avait donc le centre qui mettait un château gonflable en plein été. Je le précise bien, en plein été. Donc les petits se brûlaient les fesses dessus. Ah oui, il faut bien préciser que quand tu es jeune, que tu as 14 ans, que tu as le choix entre sauter des cerceaux, jouer au ballon ou partir avec les grands de ton quartier en Espagne, le choix il est vite fait, tu vois. Et surtout que nous, on n'avait pas de subvention. Du moins, on n'a toujours pas de subvention, mais à cette époque, encore moins. On travaillait pour. On est parti, je t'en avais parlé, Abdé, jusqu'à mettre 2000 € chacun, moi, Yarkoub, pour acheter le véhicule, le 9 places, pour pouvoir en fait faire tous ces trucs-là, sortir tout ça avec les jeunes et tout. Et les jeunes, ils partaient voir le centre social du Grand Canet en disant non, nous on part avec Naer ou on part avec Yarkoub. Le centre social qui le prend mal, mais forcément on fait face à des adultes qui sont pas du tout pris de l'âge, on va dire, qui se braquent et qui nous appellent pas. Et pourtant qu'on communiquait beaucoup avec eux, c'est nous qui sommes créateurs de ce centre et qui se sont braqués, etc. Ce qui a créé un trouble. Et Maison Blanche, à cette heure-ci, on avait l'Empile qui a fortement réduit ses activités. On avait les compagnons bâtisseurs à qui ils ont retiré donc l'agrément sur Maison Blanche. Les pauvres, ils continuent à les appeler quand même, mais ils les ont retirés. On a le Grand Canet, mais qui continue leur activité brûle-fesses, j'appelle ça comme ça. Et il y a nous, mais nous, ce que les jeunes ils demandent, on essaye de le faire. Du moins, on fait au moins à 50%. Les jeunes... Voilà, et on a la DAP aussi. Donc les personnes, comme tu dis, les moyens humains, ouais, mais ça dépend à quel grade. Voilà. Alors moi, je vais essayer de poser concrètement la question, bon, sans jeter d'opprobre sur quelque institution que ce soit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre sens, en tant qu'acteurs locaux, ces diverses associations institutionnelles qui sont pourvues de moyens financiers pour agir dans le territoire... Et limiter surtout. Remplissent leur mission. Non. Voilà, donc c'est une question. Non. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas, justement, puisque Yacoub fait beaucoup référence à l'État, est-ce qu'il ne faudrait pas un arbitrage de l'État pour poser le problème? Parce que c'est l'État le problème. On est deux bavards, hein, Yacoub. Non, mais c'est l'État le problème. Je te jure, c'est l'État. Attends, on est deux bavards, donc on va essayer de se coordonner pour que moi j'impulse et toi tu essaies de répondre. Donc on va pas dire que l'État est le problème, normalement l'État est la solution. Quand même, non. On va y revenir. Vous avez lancé un débat. Ouais, non, c'est important, après on reviendra sur le sujet de fond. Mais il faut voir, entre guillemets, que le sujet de fond c'est toujours l'état du quartier.
On part toujours à partir de l'état du quartier. Sans oublier, Abdé, que Alors, dans le je te laisse quartier. la parole. Non, mais sans oublier que dans le quartier, et ça, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Dans le quartier, il y a entre 30 à 40% de personnes qui sont en situation irrégulière. Voilà. Et ça, je vous le dis, c'est un gros problème. C'est pas une question de racisme ou autre, je suis loin d'être le FN. Mais je dis que quand tu aides une mère de famille qui a 4 enfants, qui a des papiers, tu dois aider une mère de famille qui a 4 enfants qui n'a pas de papiers. Et c'est pour ça que je te dis, ils sont limités aussi les associations qui viennent, comme la DAP 13, tout ça, parce que l'État leur interdit d'aider ces personnes-là. Tu vois? Et comme l'histoire des colis alimentaires. Quand on voyait les éducateurs qui venaient avec des sacs avec un nom dessus pour les donner à une famille, on disait mais les gars, vous faites n'importe quoi là. On disait, c'est très bien, mais vous faites n'importe quoi. Vous pouvez pas venir avec des trucs chargés comme ça. Et à côté, il y a des gens qui sont sans papier, qui n'ont rien, zéro, total, en plein Covid, on va dire. Et qui, tu vois, c'est pour ça que je te dis non, les associations, elles sont limitées. En fait, je reprends un peu. Le problème qu'il y a, c'est que ouais, l'État, en fait, l'État, elle est là, elle apporte la solution, oui. Mais l'État, derrière, elle a des organismes. À quelle subvention? Elle a des organismes à quelle elle subventionne justement pour faire ce travail-là. Mais le problème qu'il y a, c'est que est-ce que ces organismes-là sont suivis? C'est la question. Ben non. Et suivi, évalué. Est-ce que on sort un bilan et dit ben regardez, en fait le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, ils sont dans un état d'esprit où dire on va faire un acte de présence. Acte de présence. Voilà, la DAP elle est là. Alors, ils sont super. La DAP qui vient à la Maison Blanche, franchement, ils sont super. Mais ils n'ont pas les moyens. Donc, alors, il y a les moyens humains, des éducateurs et éducatrices de la DAP, mais sans moyens. Mais sans moyens, ils viennent, ils parlent, ils discutent. Tu vois que quand ils parlent, c'est comme nous. Ils viennent, on discute beaucoup avec eux. Et c'est principalement un manque de communication qui est entre différents acteurs sociaux. Et quand ils communiquent avec les habitants, ils sont contents. Ils rigolent avec eux, ils les apaisent, ils leur donnent des adresses à qui aller se renseigner et tout. Oui, c'est bien, mais après. Alors, seconde question, tu as évoqué le centre social de Saint-Gabriel. À quelle distance il est? Moi, je sais, hein, mais bon, mais les auditeurs ne le savent pas. À quelle distance il est de Maison-Blanche? Il y a, j'aurais dit, 1 kilomètre ou 2. Ouais, peut-être 2, 3. À pied, Tu montes Charles Morici. Voilà. Oui. On va dire 20 minutes. Voilà, on va dire 2 kilomètres. Est-ce que le centre social fait l'effort de venir sur place sur Maison-Blanche? Alors, ils le faisaient parce qu'ils n'ont plus l'agrément. Ils ont plus l'agrément. Ah, ils ont plus d'agrément. En fait, le centre social, l'agrément qui a été donné au centre social a été donné au Grand Canet. D'accord. Et le Grand Canet, est-ce qu'il fait l'effort de venir? Le problème qu'il y a, c'est que le Grand Canet, quand on leur dit mais oh, vous avez l'agrément, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais pourquoi ils viennent pas? Donc ça veut dire que c'est les jeunes qui doivent se déplacer pour les activités. Mais il a 500 mètres. Ouais, sur Massalia, c'est à côté. Ouais. Ah, mais est-ce qu'ils savent que vous existez? Ils vous vont faire les animations, ils ne connaissent pas les actions que vous menez réellement. Ils ne savent pas ce que vous faites. Pourquoi vous ne communiquez pas avec les locataires? Vous venez d'avoir un agrément. Faites un événement, allez au porte-à-porte, madame, messieurs. Vous sachez qu'on a un centre social qui est juste à 500 mètres de chez vous. On peut s'occuper de tel et tel document, de telle situation. Si vous avez des soucis, venez nous en parler. Voilà. C'est pas, ah, mais normalement, ils sont censés savoir qu'il y a une association. Non, ils ne sont pas censés savoir. C'est comme quand tu colles une affiche et que tu écris en allemand dessus. Tu vois, on fait face à des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Et quand il y a marqué des sujets importants sur des ascenseurs, ils ne vont pas y prêter attention. Après, il y a aussi cette course de moyens humains. Du coup, vu que tu en parles, ils avaient besoin d'animateurs. Et nous, on avait proposé ceux du quartier. Oui, mais trop le quartier. Ok, d'accord. Ils ont pris des animateurs d'ailleurs, qui sont au top, il n'y a pas de souci. Mais ils les ont jetés dans le quartier. C'est-à-dire, on les a vus assis sur le banc, et il était 14h. Hein. Nous, on avait ouvert le local à côté, les jeunes, ils rentraient, tout ça, les jeunes qui étaient censés être avec eux. Ils rentraient, donc ils jouaient à la PlayStation, un peu de cartes, ils rigolaient un peu et tout. 16h, je sors, je vois les 2 jeunes encore assis sur le banc. Et l'une d'elles est la belle-sœur à mon ami. Donc je dis bonjour et tout. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben rien, on attend les jeunes. Je fais, vous attendez les jeunes, mais lesquels? Ben les jeunes qui jouent ici d'habitude. Je fais, non les gars, venez avec moi dans le local. Ah ouais, on a le droit de rentrer? Je fais, oui, vous avez le droit. Non, parce que tu sais, on nous a dit que... Ouais, mais non, vous avez le droit. Donc ils viennent, ils rentrent, et là ils voient tous les jeunes, en plein mercredi après-midi,
qui disent bah ouais, il fait gris dehors, nous on joue à la play, tout ça, on est bien là. Ah, mais vous voulez pas faire d'activité? Non, on veut pas, de toute façon, ça y est, il reste une demi-heure, vous allez rentrer. T'es 16h30 bientôt. Tu vois, c'est ce qu'il dit Yacoub, c'est un moyen de communication, c'est la course de il faut à tout prix 100 animateurs, on n'en a que 80, il faut qu'on prenne n'importe qui, formé ou pas, il faut qu'on les dépose dans un quartier, et puis t'inquiète pas, c'est des Noirs et des Arabes, hein, ils vont s'en sortir entre eux. Bon, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi dans le principe qu'ils font pas l'effort de venir in situ prendre toute leur place au sein d'un territoire. Bon, c'est pas propre qu'à Maison Blanche, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. On fait un agrément d'un centre social. Bon, il y a l'agrément principal et après ce qu'on appelle le bassin de vie. Ouais. Donc le bassin de vie est souvent peu ou prou considéré. Donc il y a un décalage entre la centralisation du centre social et les activités qui peuvent être portées sur le bassin de vie. Donc ça, c'est effectivement un problème qui est lié à un moment donné à l'agrément qui peut être donné qui est donné par la CAF, un DSP par la ville de Marseille et d'autres institutions, dont aussi l'État. Donc effectivement, c'est un problème. Rajouter au problème, quand tu me parles de ton local, franchement, j'appellerais ça plutôt une cave. Ah oui, ah oui, oui. Ouais, mais faut le dire. Ah oui, oui. Entre nous, ouais. Ah oui, je te le jure, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas pour dénigrer. Ah non, attention. Ah oui. Moi, j'essaie simplement de mettre en lumière, enfin, ensemble. On est là pour mettre en lumière les problèmes des territoires et notamment des quartiers. Donc, effectivement, moi, quand j'ai vu votre local, j'ai dit les pauvres. T'as dit qui a dessiné sur les murs? C'est moi. C'est moi. On a mis de la peinture blanche, on a fait. Ouais. Un peu brûlé, il y avait un incendie, il y avait. Voilà quoi, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on parle de locaux, on a tous dans l'esprit quelque chose qui est aux normes d'accueil et de confort. Mais tu sais que quand ils sont venus, ceux du département, tout ça, donc quelques politiques, ils rentraient pendant des petites manifestations qu'on faisait, là, des repas et tout. Ils regardaient, ils disaient, mais c'est votre local? Tu vois, mais vraiment choqués. On disait, ouais, et on n'en a pas honte. Tu vois, je leur dis, oui, on n'en a pas honte et tout. Ouais, mais est-ce que tu penses que la poutre, elle tient là? Oui, elle tient très bien, tu vois. Et ils faisaient même pas de différence entre les murs porteurs et, tu vois. Mais que ça, on en avait parlé la dernière fois. Le problème là, c'est que comme l'État a fait un droit de préemption sur tous les appartements qui sont vendus, sauf sur le local. Alors, imaginons, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, au travers, on reviendra au sujet du jour, mais c'est quand même important, le cadre de vie, parce que bon, ce qui est déplorable dans nos arrondissements, parce que moi j'ai l'habitude de parler que du 15e, dans nos arrondissements en difficulté, c'est effectivement le cadre de vie. Alors, pour ma part, donc, pour résumer, mais on réabordera ce sujet de manière plus générale, avec d'autres acteurs associatifs, si vous y êtes d'accord, on est plus dans l'échange et trouver des solutionnements que dans l'opposition d'associations, parce que c'est une spécialité marseillaise aussi, on ne se le cache pas. Donc de trouver des moyens, d'avoir des lieux d'intervention in situ dans chaque quartier de Marseille avec des moyens humains, peut-être faire des propositions qui remonteront peut-être demain, je ne sais pas, mais en tout cas, les acteurs associatifs aujourd'hui sont une force de proposition qu'on n'écoute pas assez. Les moyens humains, c'est vraiment de les faire intervenir dans leur champ de compétences. Un éducateur, c'est pas un animateur. Donc il prend le problème tel qu'il est donné dans ses missions spécifiques de l'aide sociale à l'enfance, par exemple. C'est pareil pour les assistantes sociales, certaines ne viennent plus dans un certain nombre de territoires parce que insécurité ou sentiment d'insécurité, beaucoup plus que dans d'autres quartiers. Donc ça, c'est vraiment un vaste sujet qu'il faudra qu'on reprenne ensemble avec d'autres acteurs associatifs. Maintenant, bon, ce qui m'a appelé à vous inviter avec Mohamed Damani, c'est plus sur cet aspect, on va dire, de l'intervention du collectif dans ce qui se passe au niveau des homicides à Marseille. Homicide, on peut mettre aussi le terme d'assassinat dans le cas des règlements de compte. Bon, règlement de compte, c'est un fourre-tout. Donc, on dit souvent, c'est entre eux, ça concerne que les réseaux. Ouais, ils sont, voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a un impact dans les quartiers. L'impact dans les quartiers, c'est quoi? C'est les victimes collatérales.
Donc je sais que vous avez été à l'initiative à un moment donné d'une rencontre échange avec un certain nombre d'acteurs institutionnels et politiques et habitants. Donc j'aimerais que vous me fassiez un peu le retour des échanges que vous avez eus. Alors tu commences. En fait, faut savoir que les règlements de compte, je vous l'apprends pas, ça date depuis des années. Comme ils disent, règlement de compte. Comme ils disent, hein, parce que nous on voit ça plutôt comme des assassinats. Et très souvent, ça se passe dans les quartiers. Auparavant, un peu dans le sud, mais là, c'est 14e, c'est l'épicentre. Et puis on a tout ce qu'il y a autour, 13, 15, 16. Mais le 14e, c'est vraiment un secteur, c'est pas possible. Il y a des victimes collatéraux, mais avant ça, il y avait des victimes quand même. Ces personnes-là, je pense que nul n'a envie de mourir, certes, mais qu'ils aient fait des conneries ou pas, personne ne mérite la mort. Auparavant, comme je disais tout à l'heure, il y avait tout ce qui était différents vols. Sac à main, chaîne en or, braquage, etc. Oui, ça parlait des jeunes de quartier, il n'y a pas de souci. On ne va pas y faire référence, mais oui, ils avaient besoin d'argent, ça n'excuse pas, ils le faisaient, et les réseaux n'avaient pas beaucoup. On avait plus peur de rentrer dans les réseaux, le trafic, qu'autre chose. Aujourd'hui, donc, on a la justice qui allume les jeunes. Excusez-moi, hein, je vais être un peu cru dans ce que je vais dire, mais pour un sac à main, il va prendre 7 ans. Et pour un trafic, il va prendre 1 an, il va prendre 6 mois. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils s'orientent vers le trafic. Je vous le dis parce que ça arrivait même sur Maison Blanche à une époque où un jeune s'était fait attraper avec 4 ou 5 kilos dans sa voiture et il a pris 6 mois. Donc ils se disent quoi? Ils se disent écoute, je vais rentrer, de toute façon guetteur, il n'y a rien, on va ressortir tout à l'heure. Charbonneur au pire, allez, grand maximum on prendrait 1 an, donc ça va. Ils abandonnent les vols. Vous avez vu qu'aujourd'hui à Marseille, l'histoire de chaîne en or, sac à main et tout, les braquages, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus rien, mais on va en avoir 1 ou 2 dans le mois, tu vois. Et le trafic, on regarde tout à l'heure vite fait sur Wikipédia, mais officiellement, hein, mais en réalité on sait que c'est beaucoup plus, ils disent 181 points de vente, mais on ne parle pas des Uber Sheet, etc., là, ceux qui livrent, etc. On parle que des points de vente. C'est que les jeunes, ils disent que les peines, elles sont moins lourdes, le risque, si je le fais moi tout seul, de toute façon, il n'y a pas de souci, et puis voilà. Avant, dans un quartier, il y avait un réseau. Dans les quartiers nord, on devait avoir les 17, 18 réseaux, maximum des gros réseaux, tenus par des gens très durs, qui se respectaient entre eux, qui ne parlaient pas d'enlever des vies humaines, et que si tu allais voler, par contre, là oui, ils te découpaient la tête, il faut dire ce qui est. Maintenant, il y a les jeunes qui n'ont plus rien, qui ouvrent à côté, ils ouvrent là, tu vas prendre des clients à côté, et hop, ça crée des conflits. Et il t'allume, il faut dire ce qui est, il t'allume, hein. Mais il t'allume dans le sens où tu meurs. Là faut bien le dire aux éditeurs et tout, que c'est une fois qu'on a une arme devant nous, c'est fini, il faut qu'ils le comprennent. Donc la pauvreté, la misère, je dirais, hein, pour ma part, hein, a amené à cela, a amené à ce qu'il y ait des petites concurrences entre eux. Et puis l'État qui ne suit pas, donc la justice, etc., qui ne suivent pas. Il y a aussi cet aspect quartier. Ça date des décennies, mais les quartiers n'ont jamais été respectés pour moi par l'État. Les quartiers, pour moi, l'État dit que c'est bon, c'est des... Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des humains. Donc, ils ne se penchent pas sur nous. Va tuer quelqu'un à Paris avec une arme de guerre, en plein centre-ville, tu seras un terroriste. Va tuer une mère de famille de 5 enfants devant son mari, en pleine fête, etc., dans son quartier, ça sera un règlement de compte pour eux. Tu vois, la différence... ça craint, quoi. Tu vois, c'est un truc où c'est même inexplicable. Pourtant, on est en pleine ville aussi, tout comme à Paris, on est des humains, on est tout pareil qu'eux, tu vois. Et nous, la réunion qu'on a voulu faire, c'est pour déjà donner la parole aux habitants, parce que vous avez vu, hein, ils sont tous pleins, ils avaient tous besoin de parler, hein, de celui à qui on a brûlé la voiture, jusqu'à l'autre que l'ascenseur ne marchait pas, jusqu'à l'autre qui s'est pris une arme, tu vois. Et ils avaient besoin de parler face aux politiques. Mais les politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils répondaient moi je. Et moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Oh mais tu vois, ils répondaient pas par je vais te trouver. On a voulu faire cette distinction pour dire en vrai, qu'est-ce qui vous manque les gars? Il nous manque tout au final. Il n'y a aucune solution trouvée. On a proposé, mais est-ce qu'il y a un suivi? Pour le suivi, on va l'appeler. Ouais, mais est-ce que tu penses à voter pour moi plus tard? Est-ce que tu vois, tous ces trucs-là, ils y sont et je vous le dis, ils existent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait?
On a fait une première proposition à M. Anissian qui est à la sécurité. Je lui ai dit, est-ce que la police municipale a le droit de rentrer dans les quartiers? Il a rigolé, il ne m'a pas répondu à cette question. J'ai la vidéo pour preuve, il n'a pas répondu. À la fin, je lui ai dit, ça te dirait de nous ramener 3 ou 4 policiers municipaux? Parce que pour moi, la municipale, je suis désolé, on est à Marseille, mais la municipale, voilà, elle n'est pas trop respectée, tu vois. Donc je me dis, s'il parlait un peu avec les jeunes, ça commencerait déjà à les instruire, tu vois, à se dire, oh, un policier m'a parlé, parce que ça, c'est énorme pour eux, tu vois. Ils commencent à les former dans ça, devenir acteurs de leur propre ville. Ils commencent à surveiller des subventions qui sont allouées pour le bien-être de ces jeunes-là, ces jeunes à qui ils ont peur parce qu'ils ont une tenue vestimentaire qui ne le paye pas. Juste au moins ça, qui commencent à faire ça et à les orienter en fait vers différents métiers, à les accompagner, à les ramener avec eux, même s'il le faut en véhicule. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais comme je disais, ils les ramènent. Tiens, là il y a un travail, là tu gagneras 1000 euros, là 1100 euros, là 1200 euros. Reste dessus sur travail, tu verras, personne va te détourner, etc. Et tout. Déjà, ça serait un bon début, tu vois. Et puis, surtout, sortir les mères de famille, parce qu'elles sont traumatisées. Après, il y a les pères de famille aussi, hein, j'en doute pas. Je me suis fait plusieurs réflexions sur ça, mais les sortir, elles sont traumatisées. Hier soir, comme je disais tout à l'heure, je passais par la Busserine et tout, il n'y avait pas un chat à l'extérieur. Et ça, c'est des trucs qui craignent. Pour ma part, la solution, elle est là. C'est reprendre le dialogue avec la police, permettre un peu aux policiers de rentrer dans les quartiers, et pas dans la répression, mais dans le dialogue, dans l'explication et tout. Il y a un policier, père son âme, Pierre, lui qui est mort dans la ruelle de Maison Blanche, et un policier qui avait dit à un jeune, vous croyez quoi? Il vous reste plus qu'à faire la salade là. Ils leur ont dit, tu vas pleurer? C'était un musulman, lui disait le policier. Il disait non, ben voilà, ben pleure. Il disait comme ça, pleure. Et ça, c'est ce qui vous apprend que. Enfin, il lui disait, c'est ce qui vous ouvre les yeux. Il a dit là, tu penses à quoi? Le jeune lui a répondu, ouais, je veux me venger. Ah, tu vas te venger. Il lui a dit, ben ça va, ben va te venger. Tu as ton nom, ton prénom, hop, l'a mis sur une liste, susceptible de le venger, c'est tout. Tu vois, il disait, ben, c'est ça, c'est ce qui résume vos quartiers. Alors, j'entends bien ce que tu dis, après je vais passer la parole, parce qu'il est beaucoup plus intéressant d'entendre. C'est la guerre. On peut pas aujourd'hui nier que la nouvelle municipalité a une focale ouverte. Je n'ai pas cité les noms comme tu l'as fait, mais on va juste parler du maire. Le maire de Marseille a octroyé par exemple 1,5 million d'euros supplémentaires pour les centres sociaux. On ne savait pas. Donc ça, c'est une annonce qui a été faite il y a plus de 2 semaines ou 1 semaine et demie. Est-ce que, à votre sens, c'est des moyens financiers supplémentaires qui vont pouvoir venir jusqu'à chez vous, c'est-à-dire vous allez en profiter? Ou est-ce qu'encore une fois, les organisations des centres sociaux, on ne va pas les nommer, vont voir simplement un pactole ou un moyen supplémentaire pour leur organisation? Comment, à un moment donné, on peut, nous, être les acteurs de la mesure qui est octroyée par la ville de Marseille? Parce que 1,5 million d'euros, si on le répartit par rapport au nombre de centres sociaux, c'est quand même quelque chose d'assez... Ça fait 1000 euros par association. d'assez intéressant. Par ailleurs aussi, par rapport aux effectifs de police, sans nommer le délégataire. Donc effectivement, il y a eu un recrutement récent où il parle de... 300 postes de création en plus, voilà. Mais les candidats, ils sont 3000, il me semble. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose de conséquent. Police municipale? Oui, municipale. Oui, police municipale. Alors, on a la police municipale la plus armée de France, il faut savoir. Hein. C'est celle de Nice. Non. Elle est à Marseille. Ah ouais, donc ça a changé. Mais ça, non, elle est à Marseille. Enfin, du moins, on doit être ex aequo alors. Hein. Donc là, on a 2 pistes de réponse, mais qui sont des réponses, on va dire, institutionnelles, municipales. Est-ce que, à votre sens, les autres institutions apportent des réponses? La région, le conseil départemental, parce que tout à l'heure, vous parliez un peu d'échanges que vous aviez eu avec des élus. Le problème aujourd'hui, c'est que... Sans nommer personne. Hein. Non, sans nommer personne. Le problème aujourd'hui, c'est que personne n'a une solution. Ça, j'imagine bien. Personne n'a la solution. Donc, personne n'a la solution, mais c'est facilement, ils disent, on va octroyer 1,5 million, on va octroyer 2 millions. La mairie a un budget de peut-être 150 millions d'euros pour les associations, les événements sportifs dans les quartiers, tout ça. Ok. Mais si vous donnez 1,5 million à des associations,
il faut leur dire à quoi elle va servir. Parce que eux, dans leur budget, ils vont budgétiser tout ça. Ils vont mettre pour l'administration, ils vont mettre pour... On ne sait pas comment l'argent est réparti. C'est pour ça que nous, on avait demandé une neutralité, enfin, pour que les associations soient neutres. Aujourd'hui, quand on va dans un quartier, chaque cas est à part. Avec Nair, on prend le temps après le travail d'aller voir chaque cas et à part. Chaque personne qui se met en guetteur, en charbonneur ou en gérant d'un réseau, il a un cas à part. Il y a des personnes qui sont au foyer, il y a des personnes que leur maman n'arrive pas à subvenir à leurs besoins, donc ils se disent moi je vais me démerder. Donc, quand on donne aux centres sociaux, ben ok, vous allez faire de la prévention. Donc, on va un budget, je sais pas moi, sur 1 500 000, si chaque association a 150 000 euros, ben, ça va être un budget pour de la prévention. Pendant qu'il y a des descentes, on avait fait la proposition aussi, pendant qu'il y a des descentes dans les quartiers, comme les CRS 8, ils sont là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent toute la journée. Une fois qu'ils sont partis, les postes, mais en claquement de doigts, hein, tout le monde a pris son poste. Mais pendant qu'ils attendent là, est-ce que c'est pas bien de faire de la prévention? D'aller communiquer avec ces jeunes-là. Ils sont toute la journée. Vous restez toute la journée avec eux, vous faites des animations, vous discutez, un café, un thé, une boisson, et vous discutez. Petit à petit, vous allez connaître leurs problèmes et pourquoi ils sont là. Et elle est là la différence. Aujourd'hui, on ne va pas être dans l'oppression et dire je vais arrêter le guetteur, je vais arrêter tel vendeur, il va rentrer en prison, ça va... Non, la leçon, ça ne donne pas la prison, ça ne donne pas de leçon. Aujourd'hui, un guetteur, il rentre en prison pour avoir guetté, il ressort, il va être charbonneur ou gérant. Donc c'est plus un centre, vous les envoyez à un centre de formation. Une promotion. Oui, ils envoient un centre de formation pour dire vous allez ressortir plus fort, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui me disent oh moi j'ai galéré pour en arriver là. C'est vrai, Yacoub, ce que tu dis, mais il y a une réalité aussi, bon, que Yannaer connaît, que tu connais, c'est aussi la politisation des associations. Oui. J'allais en venir. Donc cette politisation des associations, c'est pas une responsabilité de l'État, mais plus une responsabilité des acteurs locaux, des élus locaux. On le vit depuis 20 ans, voire 30 ans, c'est un sport national, c'est un sport local, pas un sport national. National. Donc, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une défaillance aussi du politique qui, à un moment donné, ne voit une mise que sur un intérêt individuel? Quand je parle d'intérêt individuel, c'est la réélection de sa propre personne ou de sa famille, et c'est ainsi qu'on crée des dynasties. Est-ce que ce n'est pas un réel problème qui doit être dénoncé? Mais pire que ça, qui doit être dénoncé, mais que... Et combattu. Qui doit passer justice, carrément. Faut combattre tout ça, parce que aujourd'hui, il y a des associations par intérêt. Donc j'ouvre mon association, que ça va être tel ou tel, je ne cite pas de nom, hein, telle ou telle personne de la politique, du département, de la mairie centrale, de la députation, Et alors, je vous envoie les subventions parce que je connais un tel, je vous fais passer le dossier, et du coup, vous allez vous entourer, et des personnes, même s'ils vont faire des actions, hein, mais c'est des actions politiques, ce ne sont pas des actions sociales. Là, le politico-social, comme j'ai inventé un mot, parce qu'ils font de la politique derrière le social. Donc, derrière la misère, parce qu'ils ne font pas de social, justement. On va dire plutôt qu'ils les achètent, en gros, ils les achètent. Ils achètent les acteurs sociaux, mais ils profitent à un moment donné. Ils s'enrichissent eux-mêmes de la pauvreté de nos territoires. Dire qu'on est en besoin, tel quartier, la Maison Blanche a des besoins, on va aller voir. Oui, mais c'est un tel et lui qui nous a donné. N'oubliez pas, il faut penser à lui. Mais limite, soit tu fais ça, soit on t'aide pas. Ça veut dire, donc concrètement, donc moi j'ai essayé d'analyser le problème, parce qu'on est confronté à ça depuis de nombreuses années. Et tu le sais, on en avait parlé aussi. Oui. Mais c'est un sujet récurrent. À un moment donné, on s'enrichit de la pauvreté des gens, c'est désolant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que, à ton sens, c'est pas plus à un moment donné de la fainéantise de leur part? Parce que moi, je trouve que beaucoup sont feignants. Est-ce que c'est pas aussi de l'incompétence? Non, on va pas traiter d'incompétence. Oui, il y a un peu de tout ça, si tu veux, Mohamed. Mais le premier souci, moi je veux pas être là un donneur de leçons, mais c'est simplement des observations. C'est simplement des observations que j'ai. J'ai l'impression qu'on a des élus qui n'ont pas envie de travailler. Et pourtant, et encore récemment, samedi dernier, je me suis permis de dire à certains qu'ils avaient des indemnités de 4 125 €, ce qui les positionne dans les 20% de la tranche, on va dire, des plus aisés de la courbe INSEE.
par rapport à un travailleur salarié du privé. C'est-à-dire quoi, les indemnités d'un élu? Les indemnités d'un élu. Qui a une délégation, qui a adjoint au maire. Qui a une délégation, qui a adjoint au maire, au conseiller ou... municipal, ou conseiller départemental, ou conseiller régional, et qui parfois cumule les trois. Non, la rémunération, c'est pas gênant. Mais juste après, je suis pas gêné par le terme de... Le travail sur le terrain qui est important. Je suis pas gêné par le terme de la rémunération. Ce qui me gêne énormément, c'est qu'aujourd'hui, on est plus sur de l'existentiel Facebook, Insta, Twitter, que sur vraiment la réalité de la relation qu'on peut avoir avec les habitants du territoire. Moi, j'ai une question à vous trois. Est-ce qu'on n'a pas les élus qu'on mérite, quelque part? Être un peu provocateur. Ouais. On n'a pas les élus qu'on mérite? Oui. Oui ou non? Moi, je ne les vois pas fonctionner de la même façon dans le sud de Marseille que dans le nord. Hein. En fait... Ça ne fonctionne pas pareil. Voilà. Je vais parler des trucs. Ouais. Je vais pas encore citer de nom. Il y a une personne qui compte faire des élections, qui compte se présenter aux élections. Et elle est venue nous approcher et nous dire, écoutez, pour que vous ayez une place sur une liste, il faut mener plein d'actions dans les quartiers. Donc, si Néer et moi, demain, on va mener une action. La visibilité. Voilà. Ouais. On va mener une action au nom de... Et sa phrase, excuse-moi Hercouba, sa phrase c'était, il faut que les gens, quand ils ont des problèmes, ils pensent à vous. Voilà. Ouais. Donc, du coup, on vient sous ombre au collectif Maison Blanche, mais en fait, j'en étais collaborateur. Donc, du coup, les associations sont devenues collaborateurs des élus. Mais... Sans payer, hein, tu vois, c'est... Et oui, mais donc, du coup, il faut mériter ta place. Mais à quel prix? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je vais me démener à faire mon action sociale sous le nom de homme, mais sous le nom de monsieur Intel ou madame Intel. D'accord. Pour espérer une place. Mais moi, je vais bosser pendant ces 4-5 ans. À la fin, je vais être élu. Je vais m'asseoir dans mon bureau. C'est bon, maintenant, j'ai plus rien à faire. Je vais encore chercher des acteurs sociaux et je vais faire la même histoire qu'ils m'ont fait à moi. Donc... C'est le problème de base. Aujourd'hui, effectivement, bon, on sait qui est qui, on ne va pas se raconter d'histoire, on ne va pas donner de nom ni quoi que ce soit. Mais le problème, effectivement, aujourd'hui, c'est qu'un élu ne regarde pas le projet d'un territoire dans le sens du bien commun. C'est pour ça que je disais qu'ils sont plus feignants qu'incompétents, parce que l'élu en lui-même ne réalise pas directement le constat, le diagnostic et la mise en œuvre du projet. Qu'on prenne le département, qu'on prenne la région ou la ville de Marseille, il y a des techniciens qui sont payés pour ça. Moi, à mon sens, bon, je vais pas dire que c'est pratiquement du désintérêt, et leur intérêt, c'est qu'on ait toujours une population qui ne soit pas éduquée. Parce qu'il faut le dire, les élections, comment ça se passe, pour en avoir fait quelques-unes dans le cadre institutionnel et hors cadre institutionnel, c'est les grandes familles qui votent aujourd'hui. Et les réseaux associatifs. Donc effectivement, ces réseaux associatifs, ils sont défaillants dans le sens où quand ils organisent une fête de quartier, une fête de territoire ou des sorties, il y a toujours le merci à Tartampion. Alors que souvent, ce qu'oublient ces élus, c'est que cet argent-là qui est redistribué dans le cadre de la solidarité n'est simplement que l'impôt récolté au travers des salariés du territoire donné ou de la solidarité nationale. Donc cet argent-là, il ne leur appartient pas. Moi, j'ai jamais vu un élu sortir sa carte bleue et dire voilà, Oui, ça arrive. Bon, c'est exceptionnel. En 30 ans de quartier nord, j'ai jamais vu. J'ai vu des gens prendre des notes voilà, pour les faire passer sur des comptes politiques en disant vous mettez ça plutôt que l'inverse. Enfin, bref, ça c'est une autre histoire. Nous, ça nous est arrivé. Non, mais je parle pas des acteurs locaux sur le micro. Nous, ça nous est arrivé. L'élu tient ma carte ou tient de l'argent. Il est venu devant chez moi. Ça arrive. Ça peut arriver. Je dis non, le mec. On était choqués. Il est venu devant chez moi. C'est un beau geste. Oui, mais c'était un beau geste, mais à la fin de son mandat. Tu vois? Ah oui. C'est pas pareil, tu vois. Disons qu'il a réussi à thésauriser pour dire à un moment donné, là, vu c'est la dernière ligne droite, on y va. C'est ça. Non, mais bon. Après, je voulais revenir, excusez-moi, sur la rencontre qui avait eu lieu sur Front Obscur. Voilà, vous n'êtes pas trop rentré dans les conclusions, en fait, ou éventuellement ce que ça a pu apporter. Au final, avec les assos, la présence d'assos, d'institutions, d'élus, c'est une très bonne initiative. Hein. Justement, il y avait des élus, et en fait, comme il disait Naer tout à l'heure, les habitants, ils ont tellement
Ils ont trouvé des élus devant eux, en fait, ils s'expriment sur tout. Ah, oui. C'est la première fois qu'ils avaient des interlocuteurs devant eux à qui ils pouvaient s'exprimer et qui peut-être pouvaient apporter des solutions à leurs problèmes. On leur donne plus la parole. Oui, des stars de la télé pour eux, c'était, tu vois. Ouais, c'était un peu un décor, donc du coup, Ils sont bien défoulés et à la fin, à la ils sont fin, tous partis. Ils disent, bon, on va trouver des solutions. Nous, on est parti parler avec eux, tu vois, sur le côté et tout. C'était compliqué. mais ça a fait beaucoup de bien aux familles. Ouais. Ainsi dit, justement, c'est la première, mais ça va pas être la dernière réunion. Donc nous, on va faire un compte rendu sur tout ça. Il y a beaucoup de solutions qui ont été amenées. On a des propositions, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure sur la présence des médiateurs pendant que la police bloquait les quartiers et les réseaux. Il y avait aussi un plan on a bien un plan de vigie pirate. Pourquoi pas un plan de vigie drogue? Tu sais, à l'époque, ils disaient, ouais, l'armée, les militaires. Aujourd'hui, comme il y a des binômes ou des trinômes policiers militaires à la gare Saint-Charles ou pourquoi pas dans les rues. Donc, il y avait beaucoup de solutions qui ont été apportées. On n'a pas tout de suite eu les réponses. En espérant qu'on aura les réponses à la prochaine réunion, et ça sera le but. Mais aujourd'hui, il y avait plusieurs points, mais on n'a aucun retour. Aucune solution apportée. C'est-à-dire là, est-ce que vous avez rédigé un document que vous avez remis aux institutions, du coup? Par exemple à la ville, à l'État, au préfet? En fait, ce document, on est en train de finaliser. Pourquoi? On attendait de voir les répercussions derrière cette réunion. Et dans la vidéo, je disais, imaginez-vous que l'État est garant quelque part de notre sécurité. Il n'y a aucun membre de l'État qui est face à nous. C'est qu'en fait, il y a eu tellement un trouble et des craintes venant d'élus dont je me tairai le nom, mais des craintes qu'ils ne voulaient pas venir. Et ils nous ont donc appelés récemment, c'était jeudi, ils nous ont dit on peut se voir, tout ça, donc on est parti à la préfecture aussi, on a discuté avec eux. Avec qui? Avec le préfet à l'égalité des chances. Monsieur Carrier. Ouais. Donc on a discuté avec lui, et lui aussi s'est rendu compte que dans les quartiers, il y a des jeunes qui sont actifs, tout comme des parents, qui sont actifs et qui méritent en réalité d'être supportés. Mais pourquoi? Après discussion, il s'est dit, ah ouais, c'est parce que vous ne marchez pas avec un tel. Et c'est parce que vous ne marchez pas avec un tel. Tous les sujets étaient amenés à la politique, donc au jeu de l'âne et de la carotte, quoi, tu vois. Et il s'est dit, bon, à partir de maintenant, on va traiter ensemble, on va travailler avec l'État directement pour qu'il n'y ait aucun parti politique. Je fais bien ça parce que bon. Mais je pense que si les associations, moi aussi je pense, que si les associations ne demandaient plus d'argent aux mairies, etc., mais que à l'État, qui est censé être apolitique, qui est censé... Oui, neutralité. Voilà, je pense que là il se dirait, ah ouais, mais je peux plus traiter avec toi parce que tu me donnes rien. Je vais traiter avec l'État et puis mon choix, ça sera le mien, tu vois. Comme tout à l'heure, quand je parle de policiers municipaux dans les centres sociaux, c'est pas un truc radical. Parce que je veux pas l'armée, moi, dans les quartiers. J'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Je veux pas que la police vienne frapper nos frères, nos petites sœurs et tout. Il faut pas que ça devienne Paris avec la Bravem, tout ça. Ouais, sans être vraiment dans... Voilà, parce qu'avec toutes les histoires qu'il y a eu en haut, c'est compliqué. Mais si, aujourd'hui, comme il dit mon collègue, il y a un démantèlement, c'est pas au médiateur. J'étais médiateur, je n'irai pas dans les réseaux. Je vous le dis. Mais aux policiers municipaux, qu'ils étaient là avec le centre social, qu'ils ont parlé avec ces jeunes, qui viennent, qui parlent avec ces jeunes, qui disent allez, viens avec moi maintenant. Tu vois? Pas je te mets en garde à vue ou quoi, mais viens avec moi maintenant. Je vais te montrer, regarde ce qui se passe et tout. Regarde là, lui, il est en garde à vue, il est en train de balancer tous ses collègues. Lui, il va se faire tuer normalement dans à peu près une semaine quand il va sortir d'ici. Regarde, lui, il va aller en prison, il va prendre 3-4 ans et tout. Regarde en prison maintenant. Avant, on vous disait, il y a des iPhones et tout, nana, ben regarde, en prison, on a mis des brouilleurs, il n'y a plus rien maintenant. Tu ne peux plus parler avec ta famille, etc. et tout. Ou, pas comme en Amérique, mais ils ont une façon de faire chez les jeunes, je ne parle pas des camps de redressement et tout, mais de la présence de pseudo-délinquants qui viennent de rentrer dans une délinquance, qui vont à la rencontre des prisonniers les plus violents. Et ça tourne aussi en boucle sur YouTube. Ils y vont, ils passent une journée en prison. Parfois ça change. Et d'autres, je vais être un gangster. Et ceux-là, ils sont irrattrapables. Mais je peux vous garantir que ça marche. Et ils l'ont dit, à 90%, ça marche sur les jeunes. Si la police agit sur ces jeunes-là en tant que grand frère, police municipale, nationale, c'est autre chose, et la BAC, c'est autre chose, tu vois. Eh ben, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Mais... Établir une police de proximité, c'est ça?
Oui, proximité, mais existait déjà. Ouais, proximité, mais ciblée surtout avec les acteurs des centres sociaux, pour qu'il y ait aussi du contrôle dans les centres sociaux, tu vois. Alors, juste un moment, Naher, tu disais, donc finalement, la rencontre avec l'État, vous l'avez eue, il y a eu une écoute attentive. La question, encore une fois, c'est, moi je reviens toujours au sens politique d'un territoire. Je reviens toujours au sens politique du territoire, pardon Mohamed, qui a la technique, qu'on salue aussi. C'est pour ça qu'il est moins bavard aujourd'hui. Je reviens toujours au sens politique. Est-ce que aujourd'hui, quand tu dis il ne faut plus demander de subventions à la ville de Marseille ou au département ou à la région, moi je pense que ce n'est pas la réponse. Non. Parce que théoriquement, s'il n'y a pas à un moment donné cette connotation de Ouais, mais t'as toujours l'impression d'être redevable après, Abdé. Je comprends. je peux terminer mon interrogation. C'est une interrogation, c'est pas une affirmation. Est-ce que à un moment donné, bon, effectivement, pour moi, il y a 50% des associations du territoire ou de l'agglomération marseillaise qui jouent à ce jeu-là. Des quartiers nord. De l'agglomération. De l'agglomération marseillaise. À mon temps, je fus même taxé, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des associations qui travaillent, attention, hein, des associations qui travaillent, qui méritent à un moment d'être soutenues. Moi, si j'avais été Bruno Payan ou Benoît Payan. Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'appelle Bruno à chaque fois. Benoît Payan ou monsieur Ahmed Edadi dans sa délégation, je réfléchirais à deux fois au versement de ces 1,5 million. Ces 1,5 million, effectivement, ça va toucher certains territoires. Mais ça ne va pas toucher le bassin périphérique du territoire. Donc il aurait peut-être fallu, dans la réflexion, avoir à un moment donné les centres sociaux et des associations à un moment donné pivots. Et imaginer un principe d'un éducateur spécialisé, d'un médiateur, d'une conseillère en économie sociale et familiale, parce que les problèmes sont multifactoriels. Et essaimer dans chaque territoire, comme ça se faisait à une certaine époque, où il y avait une véritable proximité, dont la police de proximité. Ça ne résout pas le problème des stupes. Soyons clairs, le problème des stupes aujourd'hui en France, je ne sais plus à qui je l'avais dit, c'est une tonne de consommé par jour au niveau national. On est le premier consommateur de shit en Europe. En Europe, ouais. Le pays va mal. Ouais. Peut-être les États-Unis. Ça gêne. Non, mais je parle simplement de l'espace Schengen et Europe. Il génère 4 milliards d'euros. Vous imaginez ce que c'est que 4 milliards d'euros? Oui. 4 milliards d'euros de générés. Donc se pose aussi la question du blanchiment de l'argent. Quand un réseau fait 10 000 euros par jour, ou quand je dis 10 000 euros, c'est le minima, je ne parle pas de maxima, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de la chose. Comment ces flux financiers passent au travers de la trappe? C'est une question que je me pose. Je n'ai pas toujours compris comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses, mais bon, c'est comme la question des 100 milliards de l'évasion fiscale, hein, ça aussi. Hein. Oui, mais ça, il y a une volonté aussi de ne pas agir. Hein. Il y a une volonté aussi de ne pas agir là-dessus. Après, il y a une notion aussi qu'on pourrait ouvrir dans le cadre d'un débat en termes de réponse, c'est la légalisation. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi on ne légalise pas? Voilà. On n'arrive pas à mettre un terme au réseau, il génère de la mort, légalisons et voyons ce que ça donne. Troisième piste, et j'aimerais aussi vous entendre sur ça, parce qu'on est quand même sur une radio spécifique, c'est qu'aujourd'hui, même au niveau du culte, un certain nombre d'imams dans certaines cités ont peur. Il y a des croyants, il y a des fidèles qui voudraient se rendre dans la mosquée à certaines heures, ils ont peur. Je rappelle pour mémoire, c'est des échanges que j'ai eu avec, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est des échanges qu'on a eu avec Mohamed et des responsables de mosquées récemment, qui disaient qu'ils avaient peur de se rendre à la mosquée parce que à la dernière prière, on va pas citer les territoires, mais en tout cas à la dernière prière du soir. Parce qu'à la Morelette, un fidèle a été gravement blessé. Des réseaux qui sont pas loin installés, on va dire, des lieux de culte. Ah oui, aujourd'hui, ils sont à 10 mètres. Voilà. Aujourd'hui, donc, cette question-là, est-ce qu'il y a moyen? Bon, il y a parfois moyen de l'aborder directement avec les réseaux sur place. Mais est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'un musulman ne puisse pas aller à sa salette
à une heure bien donnée. Mais je vais te parler juste d'une situation que j'ai vécue et qui m'avait attristé de fou. C'était dans un certain quartier. Il s'est passé beaucoup d'événements ces temps-ci, donc je pense que vous savez où c'est. Il y avait la place du guetteur à l'entrée de la mosquée. C'était un vendredi. Moi, bon, j'étais avec les jeunes de ce quartier-là. J'arrive, donc je récupère les jeunes et tout, je démarre. La police, elle passe à fond à côté de nous. Oh, les jeunes là, c'est des civils et tout. Ils sont venus un vendredi à l'heure du Dor. Donc, à l'époque, c'était 13h30, 14h. Et le guetteur, en fait, il se lève et il ne sait pas quoi faire. Donc, il faisait la prière dehors, donc ça dépassait un peu, tu vois. Et il regarde les gens prier et il voit la police donc, qui arrive à fond. Et lui, je peux pas parler de la religion, tu vois. Mais lui, c'est un semblable à nous et il ne sait pas quoi faire. Même crier, je te jure, il y a quelque chose qui lui a fait fermer sa bouche. Les policiers ont couru, ils ont attrapé le charbonneur. Le charbonneur qui passe, c'est un homme mort, il lui dit. Il lui choquait, tu vois. Il me regarde comme ça, il voit. Je fais quoi? Je sais pas moi ce que tu fais. En tout cas, ta place, elle n'était pas là aujourd'hui, tu vois. Il est parti. Donc, j'ai entendu, donc venant des jeunes de ce quartier, qu'on sortait aussi avant, qu'il a passé mais un sale quart d'heure. Aujourd'hui, cette personne-là, ce jeune-là, il est mort. En fait, 1 ou 2 semaines après, il s'est fait descendre, tu vois. Parce que celui qui vendait, c'était quelqu'un d'important et qu'il fallait pas qu'il aille en prison, ce qu'ils disaient eux, tu vois. Mais ça s'est produit dans un quartier. Je me suis dit, si ce jeune il crie, il est en faute face à qui? Il dérange qui réellement? Aux croyants. Tu vois? T'imagines que tu es là en train de faire ta prière, ça crie, ils sont là, ils sont à pied et tout, bam! Ça craint, tu vois, pour lui, le mec il s'est mis dans une mauvaise situation. Et là je me suis dit, oups, ce jeune-là, tu vois, pour pas dire un gros mot, mais ce jeune-là, il était croyant. Je me dis qu'il était croyant. S'il a respecté, tu vois, ce côté. Et pour les anciens, 63 ans, se prendre une balle de Kalachnikov, je sais pas si tu imagines à quel point, déjà que nous, ça craint, mais c'est l'oncle à une amie à moi aussi qui faisait part un peu de sa situation. Elle me disait, mais c'est un truc de malade, moi déjà que je rentre pas dans les quartiers. Elle a dit, mais là c'est encore pire, là. Elle a dit, oh, t'imagines que même sans rentrer, ben, je vais à l'hôpital Nord, je vais voir mon oncle, tu vois. 63 ans, ils veulent pas lui donner le rein. Tu vois, ça y est, il faut dire ce qui est. On n'est pas. Un rein, ça se donne jusqu'à 30 ans, ils nous ont dit. Elle dit donc ça craint. C'est des trucs. Je les comprends. D'ailleurs, je me pose la question si. Ah non, ils ont dit que c'est transpercé et que voilà, il a une durée de vie. Tu vois, j'espère pour lui que ça ira jusqu'à 90, 100, ça serait le top, tu vois. Mais à cet âge-là, le don d'organes, ils le font pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je passe vers les quartiers, donc à côté de chez moi, quand je vois que c'est une zone, mais il n'y a personne, même les rats. Hier, ma mère elle m'a dit, mais il n'y a même pas un rat dehors, ils ont peur. Je fais, ben là, tu viens de soulever quelque chose, je me suis dit, c'était à l'heure de la prière. Ils n'étaient pas dans les mosquées, c'était fermé, tu vois. Juste une dernière... Juste pour rappeler par rapport au temps, on a encore 4-5 minutes, pas plus. Une dernière question. Voilà. Après, je sais que ça pourra faire l'objet d'autres émissions, d'autres rencontres éventuellement, on a tellement de choses à se dire. Juste une dernière question que je vous pose à vous deux. Donc j'ai un peu suivi aussi, c'est un peu comme l'associatif à Marseille, les différents collectifs donc, qui sont marseillais pour la plupart. Et cette course à la visibilité, si je puis appeler ça comme ça. La course à la visibilité, c'est plus à un moment donné cette course à être le référent, alors que bon, moi je pense que tout ce qui est partagé a plus de valeur que ce qui est unique dans tu la réponds toi? J'ai pas terminé. Est-ce que tu penses qu'aller se balader avec est-ce que... On va le poser clairement parce que je l'ai vu, ça m'a choqué. Ah, dis-le. Ça m'a un peu choqué. J'ai vu sur un plateau de télévision un jeune, puisqu'il est encore jeune, en tout cas moins âgé que moi, faire une interview avec un gilet pare-balles. Est-ce que c'est la réalité marseillaise? Bon, il y a bien sûr ce qu'on vient de décrire, ce sentiment d'insécurité quand on va sur un lieu de culte ou quand on sort dehors. Et là, l'été arrive, donc les journées seront... les soirées seront toujours plus longues. C'est difficile de mettre un gilet pare-balles torse nu, je te le dis, ça gratte. Mais est-ce que aujourd'hui, la réponse des acteurs marseillais, c'est d'aller sur un plateau de télévision avec un gilet pare-balles?
Tu Vas-y, tu sais, cette vidéo, elle a tourné. En fait, Vas-y, il y a beaucoup de TikTokers qui ont repris la vidéo. D'ailleurs, je l'avais diffusée moi aussi parce qu'elle m'a fait rire. Ils disaient, mais c'est qui ça voilà. Mais ils avaient créé à l'époque, pour savoir, 2016, trop jeune pour mourir. Et ils demandaient un confinement le soir dans les quartiers nord, mais jamais de la vie. Non, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. En réalité, il faut interdire aux parents de laisser les parents mineurs de sortir après 20h quoi. Et dans la norme, 20h30, voilà, c'est une logique. On contrôle ton enfant dehors, il est mineur, on va t'appeler à toi. Première fois, c'est un avertissement. Deuxième fois, c'est une sanction. Comme ça, je comprends que c'est pour ton bien aussi. Bref, se donner en buzz, en spectacle, excusez-moi, mais il y a beaucoup d'associations comme ça. Nous, la réunion qu'on a fait, c'était pour dire, c'est votre réunion. Du coup, on n'a pas pris la parole réellement. On disait juste, à vous de parler, à vous, il n'y a pas de souci et tout, pour qu'il y ait un peu d'ordre. Mais même ça n'a pas trop été respecté, mais c'était aux gens de parler. Aujourd'hui, il y a une concurrence où Madame A ne peut pas parler plus que Madame B, ou Monsieur C ne peut pas parler plus que Monsieur D. On a un collectif des familles qui sont soulevés un jour, qui ont dit, c'est bon, on va faire du bruit, je les respecte, je suis derrière eux. On a un ou deux jeunes ou trois jeunes qui ont été impactés par la mort de leurs parents ou quoi que ce soit, je les respecte, je vais derrière eux, sans dire c'est grâce à moi qu'ils ont eu ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans Marseille, et je vous le dis, il y a même des élus qui sont venus et à la fois à Maison Blanche et à la fois ailleurs, qu'ils ont pris ne serait-ce que des colis alimentaires à l'époque, pour les donner à des familles qui disaient regardez c'est moi qui vous les donne. Si on voulait, on disait non, c'est nous. Mais non, c'est pas dans notre religion pour commencer, et c'est pas dans nos principes. C'est une course contre la montre, et en général, les gens qui sont là, qui disent c'est grâce à moi, c'est ceux que plus tard veulent une place ou sont les pantins d'autres élus. D'ailleurs, donc on va être clairs tous les deux. Soyons clairs, on connaît un peu les vices des quartiers, les vices des collectifs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne vive pas. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Mohamed, de la pauvreté et de la misère humaine. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, à ton sens, une légitimité pour un certain nombre d'acteurs de pouvoir s'exprimer? Moi, je sais qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus aidés que d'autres dans l'expression d'une problématique. Est-ce que c'est parce que tu passes bien à la télé? Est-ce que c'est parce que tu es dans le bon réseau? Dans ce cas-là, est-ce que dans ce cas-là, tu amènes la réponse? Je dis pas la réponse, mais une réflexion globale posée par rapport au réseau, au trafic de drogue et à ce qui en découle derrière. Tout à l'heure, moi, ça m'a plu, tu as parlé de misère et de pauvreté, parce que pour moi, le sens de la pauvreté et de la misère est la justification première de cet état d'être dans les territoires. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va avoir un semblant de solution en ayant autant d'acteurs, on va dire, de collectif collégial sur un problème donné? Non, enfin déjà, juste pour te dire au niveau de la légitimité, pour moi, les premiers concernés, c'est les habitants. C'est pas les familles qui ont été touchées, non, c'est les habitants. La totalité du quartier. Pourquoi? Tu tues un jeune que j'aimais bien, qui était fils d'un tel et un tel, je pleure avec eux. Donc je suis dans la souffrance avec eux et je me souviendrai de leur enfant avec eux. Tu vois? Donc c'est les habitants. D'où le fait que dans la réunion, on disait aux habitants, faites ce que vous voulez, c'est vous qui êtes prioritaire. Il y a des élus aussi qui ont perdu des membres de leur famille. Tout en respect, on disait, vous aussi, vous parlez. Il le faut, tu vois, ils ont besoin de se dégager. Ensuite, les réponses doivent être données par les habitants. Donc les solutions, en réalité, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut mettre en place? Si on peut, on le fait, tu vois. Mais, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce truc de buzz à 2 francs, là, qui veulent tous s'approprier la lutte, nous, certes, on est loin de ça, tu vois. Des fois, je me moque un peu d'eux, tu le vois sur Facebook, j'envoie des petits pics pour rigoler, mais je me dis, mais waouh, si c'est eux qui doivent me mettre en sécurité à moi, je préfère faire les choses moi, c'est mieux, tu vois. Donc, la résultante, la réponse, à mon sens, elle ne viendrait ni d'un collectif associatif, ni d'une réponse individuelle, mais c'est une réponse globale qui doit être construite avec les habitants. Eh ben, j'allais te le dire tout à l'heure, Abdé. J'ai la réponse, attends, je te coupe, excuse-moi. La réponse vient de l'État, de la préfecture, qui souhaiterait faire une réunion via nous, parce qu'elle nous a dit, ben, vu que vous ne voulez pas cette course de buzz, choisissez une tête par association, choisissez dans le sens où, je ne vais pas ramener toute une association, tu vois, mais exemple, si vous êtes dit, je vais prendre juste le directeur.
avec les doléances de tout le monde qui vont faire remonter au directeur. Bien sûr, vous allez venir et nous, donc la préfecture, donc l'État, on va prendre ce sujet en main et on va chercher à régler les problèmes pour qu'il n'y ait plus d'histoires tendues entre intra-asso et habitants. Ça sera ciblé sur un quartier? Non, ça sera ciblé sur la globalité de Marseille. En fait, on va envoyer des mails un peu à tout le monde en disant il nous faudrait une personne par association pour qu'on puisse tous aller voir la préfecture. Il y aura une table ronde, exemple de 30 ou 40 personnes. Et par contre, prenez les doléances de vos quartiers pour que vous les portez. On ne veut pas qu'il y ait tout le monde, tu vois. Mais un truc porté par la préfecture. C'est-à-dire, eux, peut-être dans leur cerveau, ils vont se dire ah, mais derrière la Maison Blanche où Yacoub a demandé ah, mais je les aime pas, j'y vais pas. Mais en fait, non. Ça sera un mail de la préfecture directe. Tu vois. En fait, les assos, que des bénévoles. Oui, une personne par association. Ouais. Voilà. Ce qui est important, et peut-être on reviendra sur ces sujets-là. Je pense que c'est un sujet non clos, mais il faut qu'on clôture parce qu'on a été très très long comme d'habitude. C'est des sujets intarissables. Hein. Oui, non, mais à un moment donné, qui mérite qu'on mette une focale, non simplement une focale. Absolument. À un moment donné de lumière, mais aussi de contenu. Pour moi, en tout cas, acteur associatif, aujourd'hui, si tu me poses la question de la solution, je te dis j'en ai pas. Mais par contre, une solution globale, il y a une solution globale qui ne peut venir que de l'habitant et du respect de l'habitant, dans le sens large du politique. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vais poser comme dernier point à notre frère Yacoub et à notre frère Naher, sur le mot de conclusion, si tu avais un message à faire passer à la présidente, je parle bien, à la présidente... Ah, je croyais le président Macron, c'est venu... excusez-moi. Le président Macron... Président Macron, tu me lances sur le sujet, tu me relances sur le sujet. Il n'y a plus de relance là. Tu me relances sur le sujet, mais le président Macron a un ministre de la ville qui n'a jamais mis un pied à Marseille encore, au moins. Si, il est venu, mais discrètement sur la commission. Je ne sais même pas qui c'est, moi. Olivier Klein. Je ne connais pas. Ouais, c'est un nouveau ministre. Qui est un ministre de la ville qui n'a jamais mis un pied, pourtant on l'a rencontré à Paris avec Mohamed. Il faut tout dire quand même. Parce Bien sûr, oui. Hypocrite, c'est pas beau. On l'a abordé tout à l'heure. On l'a abordé d'ailleurs. En antenne. Ah, tu l'as abordé, pardon. Avec Naher. Mais bon, moi, comme je n'étais pas présent, donc je préfère dire qui j'ai vu et qui j'ai pas vu. C'est toujours mon sens de l'honnêteté intellectuelle. On l'a rencontré, on lui a posé un certain nombre de questions, il n'est pas là. Donc non, je ne parlais pas du président Macron, qui a des équipes, et la préfecture fait partie de ces équipes-là. Oui. Je parle simplement à un moment donné pour le changement, à un moment donné des pratiques. Dans le sens que si on avait un message à transmettre à monsieur le maire de Marseille, sans le nommer, à la présidente du département et au président de la région. Qu'est-ce que Yacoub, habitant de Maison Blanche, pourrait dire? Et ce sera le mot de la fin. Alors, je vais te sortir une expression qui m'a sorti un jeune charbonneur. C'est beau ça. Il m'a dit Yacoub, le chemin de la lumière est fermé, donc du coup on prend le chemin de l'obscurité. Ça laisse à méditer quand même. Absolument. Alors que chez nous, c'est l'inverse, patience et lumière. Ouais, c'est ça. Oui, religieux. Donc du coup, pour ouvrir le chemin de la lumière pour ces jeunes-là, c'est de changer les méthodes. Tu l'as dit, aujourd'hui, si une méthode ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de la garder 15 ans. Parce qu'en 15 ans, tout a explosé. Il faut changer les méthodes, aller plus dans la prévention que dans l'oppression. C'est-à-dire, pas attaquer la personne, mais voir pourquoi cette personne est arrivée là. Vous savez, quand on fait une formation en management, on dit que si une personne se blesse ou part en dépression, c'est un signal d'alerte. Donc il y a beaucoup de signaux d'alerte qui se font dans les quartiers, mais qu'on les néglige. Donc il faut arrêter de négliger ces personnes-là, les quartiers, et prendre les signaux d'alerte réellement comme elles le sont. Parce qu'au bout d'un moment, s'ils sont petits, à la fin, on va l'entendre, mais de leur bureau là-bas. Oui. Donc du coup, ouvrir plus l'espace, comme je dis souvent intellectuel, c'est-à-dire réfléchir aux manières de faire de la prévention, aux manières d'approcher les quartiers et de faire des solutions, rentrer en contact avec les acteurs majeurs, les réels acteurs majeurs, pas sur les intérêts politiques, mais vraiment les acteurs majeurs dans les quartiers-là, discuter avec eux, faire de la communication, trouver des solutions avec eux. Tout seuls, nous ne trouverons pas de solution. Très bien. Que ce soit les institutions ou les acteurs sociaux, nous ne trouverons pas de solution. C'est uniquement ensemble qu'on le fera. Naher. Moi, je dis juste 3 mots. Justice sera faite. C'est beau. Voilà. Abdé.
Moi, je remercie Naher et Yacoub pour leur implication au quotidien sur Maison Blanche. Moi, j'ai appris à connaître Naher. Je l'ai un peu aidé avec peu de moyens, parce que pareil pour nous, il ne faut pas croire. Hein, on a commencé à la vision des choses, de voir des choses en gros, mais finalement, on est vraiment des petits par rapport à ce qui nous attend dehors. Hein, c'est-à-dire qu'on est le petit caillou, parfois dans la chaussure du géant, mais on est vraiment petit. Et je le dis en toute clarté, hein, c'est ni moi, ni certains qui vont résoudre ce problème. C'est un problème, à un moment donné, qui appelle la vigilance de l'État. Hein. Certains font des grands discours. Je ne suis pas dans ce cas-là, donc moi je remercie surtout les gens qui œuvrent au quotidien dans tous les territoires de Marseille en donnant de leur temps et parfois de leur argent. Et je dis que ce débat-là, il n'est pas près d'être clos parce que la précarité gagne de plus en plus de terrain sur le territoire de Marseille. Merci. Salam alaikum. Merci. Comme ça, là. Merci beaucoup.